Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. El secretario general leerá el acta de nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura del profesor Lefebvre. Acta del nombramiento del profesor Lefebvre como doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura. La Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 26 del pasado mes de febrero, a propuesta de la Facultad de Medicina, acordó nombrar doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura al profesor Lefebvre en reconocimiento a sus relevantes méritos, de lo que doy fe como secretario general de esta universidad en Badajoz a 8 de abril de 1987. Se va a proceder a dar solemne investidura del grado de doctor honoris causa al profesor Lefebvre. Por la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura y de acuerdo con sus estatutos, a propuesta de la Facultad de Medicina y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo el birrete laureado, antiquísimo y venerado símbolo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar y adelantar y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregara en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesor, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro signo también de la distinción de vuestra categoría. Y como pública demostración del aprecio con que se os recibe, os abrazo y ruego al claustro de profesores que nos acompaña que lo haga también.
Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimos e ilustrísimos señores, claustro de profesores y consejo social, miembros de la Universidad de Extremadura, participantes del 22 Congreso de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, señoras y señores. Nuestra universidad, por primera vez en su joven historia, va a conferir hoy el grado académico de doctor honoris causa. En este acto se pone de manifiesto la madurez y espíritu de universalidad de nuestra institución que, a propuesta de la Facultad de Medicina y por decisión libre y unánime de la Junta de Gobierno, rinde así homenaje a la inteligencia, el esfuerzo, el espíritu innovador y la dedicación sin reservas a la investigación y la docencia, valores personificados hoy en la figura del profesor Lefebvre. No resulta fácil resumir en pocos minutos el extraordinario curriculum vitae del profesor Lefebvre, ni plasmar con detalle sus importantes contribuciones científicas centradas en los aspectos fisiológicos, clínicos, terapéuticos y sociológicos de la diabetes mellitus, y que le han proporcionado un renombre universal. Tampoco resulta fácil sintetizar el perfil humano de un hombre que, a lo largo de más de 30 años de dedicación exclusiva a la universidad, ha sabido armonizar al más alto nivel sus actividades asistenciales, investigadoras y docentes desarrolladas fundamentalmente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lieja y su hospital universitario. Es en esta institución donde el profesor Lefebvre realizó sus estudios doctorándose con las más altas calificaciones en medicina en 1959. Ya de alumno, trabajó con el profesor Chevremont sobre histoquímica de los mucopolisacáridos y, tras doctorarse, entra en el Instituto de Medicina de la Universidad de Lieja, formándose en medicina interna bajo la dirección del profesor Van Conberg. Tras ocupar diversos cargos académicos, obtiene en 1979 la cátedra de Medicina Interna y es nombrado jefe de servicio de diabetología, nutrición y enfermedades metabólicas del Hospital Universitario de la Universidad de Lieja. Desde estas responsabilidades viene realizando una meritoria labor clínica e investigadora, convirtiendo al Instituto de Diabetología en lugar de destino para muchos profesores y especialistas de los más diversos países, incluyendo personalidades de renombre para las que el laboratorio del profesor Lefebvre es escala obligada en su periplo sabático. Investigador tenaz y laborioso, el profesor Lefebvre ha intentado con éxito conciliar la investigación de carácter fundamental con la investigación clínica aplicada. La relación de algunas de sus publicaciones que se incluyen en este libro y en esta presentación testifican sus logros científicos. Dentro de la investigación de carácter fundamental podríamos resaltar la demostración del papel fundamental que juegan los ácidos grasos libres y las prostaglandinas endógenas en la regulación de la secreción de glucagón. También la definición de los mecanismos de control de la secreción de glucagón extrapancreático, la demostración del papel que juega el riñón en el metabolismo del glucagón y la definición de los mecanismos de regulación de la lipólisis en tejido adiposo por el glucagón, así como la función de esta hormona en la regulación energética durante el ejercicio muscular. Dentro de las investigaciones de carácter fisiológico, clínico o terapéutico realizadas en el ser humano, hay que destacar varias aportaciones originales que han supuesto en muchos casos modificaciones importantes en la actitud terapéutica respecto a la diabetes mellitus. La confirmación en sujetos normales y diabéticos del papel que ejercen los ácidos grasos libres y los cuerpos cetónicos en la regulación de la secreción de glucagón. Los importantes avances en comprender aspectos metabólicos del ejercicio muscular en sujetos normales y diabéticos, utilizando una técnica totalmente original basada en el isótopo estable C13. Respecto al tratamiento de los diabéticos juveniles tipo 1, ha contribuido científicamente al desarrollo de nuevas modalidades de insulinoterapia, incluyendo las llamadas bombas de insulina,
y dentro de la diabetes tipo 2, el laboratorio del profesor Lefebvre está entre los primeros en el mundo en estudiar el efecto de inhibidores de glucosidasas digestivas. Debemos destacar también sus importantes contribuciones respecto a las hipoglucemias reactivas y a la obesidad. Los trabajos realizados han sido reconocidos mediante numerosos premios y distinciones. Su admisión como miembro de diversas sociedades científicas así lo prueba. En ellas ha ocupado cargos de responsabilidad, así como su nombramiento como editor o miembro del comité de redacción de las principales revistas a nivel mundial dentro de la especialidad. La Universidad de Extremadura debe sentirse orgullosa de un acto como el que hoy estamos viviendo, que marca simbólicamente el final de una fructífera infancia y el inicio de una prometedora madurez. A pesar de todos los problemas y deficiencias que nuestra universidad tiene que afrontar a diario, su gran vitalidad le permite resistir las circunstancias adversas y reafirmarse como una institución con un futuro esperanzador. La investidura hoy del profesor Lefebvre como doctor honoris causa por nuestra universidad representa una etapa importante hacia ese futuro. Gracias. Tiene la palabra el profesor Lefebvre. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimos e ilustrísimos señores, claustro de profesores, consejo social, miembros de la Universidad de Extremadura, señoras y señores. L'honneur que me fait aujourd'hui l'Université d'Extremadure en m'élisant docteur honoris causa est celui auquel un universitaire est le plus sensible. Il témoigne, dans une circonstance comme celle qui nous réunit ce soir, de l'estime dans laquelle une institution officielle, votre université, tient un collègue étranger, votre serviteur. Quels que soient les mérites de ce dernier, ils doivent avoir été portés à votre connaissance, et ceci, dans le cas qui nous occupe, a été fait par l'intermédiaire de votre doyen de la faculté de médecine, notre collègue José Enrique Campillo, qui, depuis son séjour dans notre laboratoire, entre 1976 et 1978, a entretenu avec nous les liens scientifiques et amicaux les plus étroits. Votre belle région d'Extremadure, patrie des grands conquistadores, a toujours joué un rôle particulier à l'extrême ouest de votre grand pays, qui est devenu maintenant une part importante de notre communauté européenne. Ce n'est pas devant une assemblée comme celle-ci qu'il nous faut rappeler que c'est en Extrémadure que nous trouvons Cáceres, patrimoine de l'humanité, Mérida, importante capitale de l'Empire romain, Guadalupe, qui fut une école de médecine,
autorisée la première au monde par le pape à pratiquer des autopsies, Guadalupe et Badajoz, la ville où nous sommes réunis ce soir, qui sont les symboles de la grande Hispanidad. Le monde entier connaît le divin Morales et le grand Zurbarán. Peu nombreux qui sont ceux qui savent que c'est dans votre région que leur art s'est accompli. Une telle région devait avoir son université. C'est à celle-ci qu'incombera la mission de former les Cortés de Valdivia, Pizarre, de Soto et autres Núñez de Balboa de l'an 2000. Ces conquistadores modernes n'auront plus pour objectif de coloniser des terres aujourd'hui toutes attribuées ou revendiquées. Leur tâche sera plus exaltante encore. Il s'agira pour les élèves de l'Université d'Extremadura de contribuer à faire reculer les frontières de la connaissance dans toutes les disciplines représentées dans votre institution et de mettre ainsi en évidence le rôle fondamental que doit jouer votre université dans votre grande région. Le premier docteur honoris causa de votre université est fier d'avoir contribué à la formation scientifique de celui qui est devenu le doyen de votre faculté de médecine. La première diapositive, s'il vous plaît. Sur cette liste se trouvent les principaux collaborateurs étrangers qui ont fréquenté mon laboratoire à l'Université de Liège. Vous voyez qu'ils viennent de nombreux pays et que l'Espagne est, après l'Italie, celui où nous avons eu le plus grand nombre de collaborateurs. Et vous voyez les noms ici de votre doyen Campillo, de son épouse Maria Dolores Torres et aussi du docteur Castillo Garzón de Granada qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. La diapositive suivante. Ces chercheurs de votre pays sont venus dans mon université à Liège, dont vous avez le blason à côté des blasons de votre université. Je suis un médecin et un clinicien. Mon domaine personnel d'intérêt est le diabète, M. Campillo vous l'a dit, et mon laboratoire est avant tout orienté vers la physiologie et la biochimie. Nos visiteurs, nos collaborateurs font souvent partie de ce qu'il est convenu d'appeler les sciences de base, telles que, par exemple, la physiologie. Cette situation m'amène ce soir à m'interroger devant vous et devant les membres du congrès de physiologie qui s'ouvre ce soir à Badajoz, diapositive, sur les questions suivantes. Quel peut être l'intérêt pour un clinicien d'orienter sa recherche vers la physiologie? Quel intérêt la science physiologique peut-elle retirer des observations d'un clinicien? Vous me permettrez, un soir comme celui-ci, de tenter de répondre brièvement à ces questions. Je le ferai en me basant sur des exemples personnels. Ceci vous permettra d'avoir une vue superficielle sur quelques-unes des réalisations de notre laboratoire et peut-être, Monsieur le Recteur, d'apprécier si votre confiance était bien placée en m'invitant à devenir docteur de votre université. Beaucoup des exemples que je vais prendre ce soir
sont centrés sur une hormone, le doyen Campilio en a parlé, le glucagon. Diapositive suivante. Cette hormone, peu connue, il n'est pas possible de diminuer un peu la lumière encore là-bas peut-être. Cette hormone, peu connue lorsque nous avons commencé nos travaux en 1959, a fait l'objet de recherches intenses au cours des 30 dernières années. Pour les chimistes, le glucagon est un polypeptide dont la formule est rappelée ici. Cette hormone, diapositive, trouve son origine dans ce micro-organe que l'on trouve au sein du pancréas. Ce micro-organe est le petit îlot de cellules décrit il y a 120 ans par Langerhans, les îlots de Langerhans. Les cellules qui produisent le glucagon sont situées à la périphérie de l'îlot de Langerhans du pancréas. Ce sont les cellules indiquées en petits pointillés à la périphérie. Diapositive suivante. Mes premières recherches sur le glucagon ont été une déception. À la fin des années 50, au début des années 60, le monde médical avait vécu le miracle de la découverte de l'action anti-inflammatoire de la cortisone. Et de nombreux chercheurs envisageaient de trouver d'autres hormones ayant, comme la cortisone, une activité anti-inflammatoire. Mes premières recherches ont porté sur cette identification possible d'une action anti-inflammatoire du glucagon. Le protocole était très simple. La diapositive suivante. On provoquait un petit œdème au niveau de la patte du rat en injectant dans la patte des substances qui donnent une inflammation locale. Et nous voulions savoir si le glucagon empêchait cette inflammation. Diapositive suivante. Nous voyons ici que lorsque l'on injecte au rat de l'histamine, du dextrane ou de la formaline, il y a un œdème. Et si l'on a au préalable traité l'animal en lui injectant du glucagon, l'œdème est beaucoup moins important, 50 à 60% seulement de l'œdème des animaux contrôle. Diapositive suivante. Très rapidement, nous devions observer que cet effet du glucagon d'empêcher l'œdème ne se produisait pas chez l'animal privé de ses glandes surrénales. Immédiatement, nous avons pensé, bien sûr, que le glucagon stimulait la cortisone des surrénales et que l'effet anti-inflammatoire du glucagon était lié à cette libération de substances corticoïdes et pas à la libération et pas à une action propre du glucagon. Malheureusement, toutes nos recherches ont été négatives. Le glucagon ne stimule pas la libération des corticostéroïdes par les surrénales. Dans les glandes surrénales, à côté des corticostéroïdes, il y a la partie centrale où se trouvent les catécholamines. Nous avons alors recherché si le glucagon stimulait les catécholamines. Diapositive suivante. Et vous pouvez voir ici que dans le système des surrénales du rat, isolées et perfusées, lorsque l'on ajoute du glucagon, ce qui est marqué en blanc, immédiatement, il y a une libération de catécholamines. Diapositive suivante. Si l'on traite le rat, et on ne voit pas de loin, vous ne verrez pas les résultats, si l'on donne
des inhibiteurs de l'action des catécholamines, l'effet du glucagon disparaît. À la suite de cette observation, nous avons cherché à savoir si chez l'homme cet effet se retrouvait, et il se retrouve. Il est très léger chez l'homme normal, mais il est, diapositive suivante, dramatique, et vous le voyez à gauche, c'est l'élévation de la pression sanguine, la pression artérielle chez un malade qui a une tumeur des glandes surrénales qu'on appelle un phéochromocytome. Ainsi, notre recherche n'a pas mis en évidence l'action anti-inflammatoire du glucagon, mais nous avons découvert un nouveau test clinique pour poser le diagnostic de cette maladie rare qu'est le phéochromocytome. Ce test est maintenant devenu classique. Un deuxième exemple qui vous montre le lien cette fois qu'il peut y avoir entre la clinique et la physiologie. La diapositive suivante va vous montrer des dosages de glucagon effectués chez des sujets normaux et chez des sujets qui sont marqués en blanc à droite sur la diapositive où il y a une insuffisance rénale. Les concentrations du glucagon dans le plasma sont beaucoup plus élevées chez les sujets qui ont une insuffisance des deux reins, insuffisance rénale. Nous nous sommes, diapositive suivante, posé la question suivante: ¿cuál es la relación entre la insuficiencia renal et el glucagon? Quelle est la relation entre l'insuffisance rénale et le glucagon? C'était il y a un peu plus de 10 ans. Jamais personne n'avait étudié la physiologie rénale pour le glucagon. Nous avons mis au point, avec mon collègue Nizet, une technique permettant de faire une perfusion in vitro de reins de chien totalement isolés. Et la diapositive suivante nous a permis d'observer, vous voyez ici, la quantité de glucagon qui entre dans le rein, qui est la mesure que nous avons faite, et en abscisse, la quantité de glucagon qui est captée par le rein. Et de toute évidence, il y a une relation entre ces deux phénomènes. Nous avons ainsi été dans notre laboratoire les premiers à montrer que le rein jouait un rôle essentiel dans le catabolisme de cette hormone, le glucagon, et ceci, bien sûr, expliquait une constatation clinique. La diapositive suivante. Restons un moment dans la physiologie du glucagon et intéressons-nous aux mécanismes qui contrôlent la libération de cette hormone par les îlots de Langerhans que nous avons vus. Il est très difficile d'étudier cela in vitro. Beaucoup de chercheurs de physiologie dans cet auditoire et ailleurs en Espagne et dans le monde ont étudié la physiologie de la sécrétion des hormones pancréatiques. Mais la diapositive suivante vous rappelle que nous avons affaire ici à un petit organe et qu'il y a là-bas plusieurs types de cellules. Les histologistes les ont bien décrits. Et tous les produits de sécrétion de ces cellules ont une influence les uns sur les autres. Dans ce petit organe, il y a l'insuline, il y a le glucagon, il y a la somatostatine, et la diapositive suivante vous montre qu'il y a des interrelations complexes
en toutes ces hormones. L'insuline stimule, le glucagon stimule la sécrétion d'insuline. L'insuline empêche la sécrétion de glucagon. Le glucagon stimule la sécrétion de somatostatine. La sécrétion de somatostatine bloque la sécrétion de glucagon et d'insuline. Il est très difficile, en utilisant un tel système, même lorsque l'on a un organe isolé, même lorsque l'on peut isoler les îlots de Langerhans, de faire la part de ce qui est une ou l'autre hormone. La diapositive suivante vous montre que nous avons découvert, je pense, après des observations faites aux États-Unis et en particulier des observations qui ont été faites en collaboration avec des chercheurs espagnols qui travaillaient dans le laboratoire de mon ami Unger à Dallas, nous avons découvert un nouveau modèle de la sécrétion de glucagon. L'estomac du chien isolé et perfusé. L'estomac du chien contient des cellules qui produisent le glucagon et il n'y a pas autour de ces cellules l'interférence des nombreuses cellules qui produisent l'insuline. Diapositive suivante. J'ai ici voulu rappeler l'image dont mon ami Campilio se souviendra, de celui qui était mon collaborateur et mon ami pendant 20 ans, à droite, le professeur Leux, qui a travaillé avec moi pendant 20 ans et qui est mort il y a 18 mois, à l'âge de 44 ans, d'un cancer du pancréas. Avec mon ami Leux, représenté sur cette image, nous avons mis au point, diapositive suivante, un système dont vous avez ici la complexité, permettant de perfuser in vitro un estomac de chien avec du sang de chien. Diapositive suivante, vous voyez sur cette diapositive l'estomac isolé et nous pouvons maintenant étudier avec cet organe la sécrétion de glucagon sans aucune interférence avec des cellules qui localement produisent de l'insuline. En utilisant ce système, diapositive suivante, nous avons montré que lorsque l'estomac du chien est perfusé avec un sang qui ne contient pas du tout d'insuline, il y a une libération de glucagon qui est plus importante que lorsqu'il y a une trace d'insuline dans le système. Cette observation est importante pour le traitement du diabète. Dès qu'il y a un petit peu d'insuline qui est présente, la sécrétion du glucagon est inhibée. Diapositive suivante. Vous aurez compris, mesdames, messieurs, peut-être par ces exemples, quelle est la démarche que nous essayons de faire, la démarche que je souhaite que l'on fasse, celle que je demande à mes collaborateurs, de partir de l'observation clinique quand nous avons vu les taux élevés de glucagon dans le sang, pour aller vers l'analyse avec les modèles physiologiques. Mais on peut aussi faire l'inverse, qui est de partir du modèle physiologique pour obtenir de nouvelles interprétations cliniques, comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Tout ceci pour vous dire qu'à mes yeux, la physiologie et la pratique clinique sont étroitement intriquées, que le physiologiste doit être un clinicien en faculté de médecine et que le clinicien universitaire doit être un physiologiste. Et je pense, pour mes collègues vétérinaires, que c'est la même chose. Le physiologiste en faculté de médecine vétérinaire doit s'intéresser à la clinique des animaux et le clinicien des animaux doit s'intéresser à la physiologie. Il n'y a pas des compartiments étanches dans ce système. Je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression que nous ne nous intéressons uniquement au glucagon dans mon laboratoire. L'hormone voisine
des îlots de Langerhans, l'insuline a aussi beaucoup retenu notre attention. Longtemps, nous avons pensé, et beaucoup de physiologistes ici ont pensé, que la sécrétion d'insuline était un phénomène continu. En fait, ce n'est pas un phénomène continu. Diapositive suivante. Et vous pouvez voir que lorsque l'on analyse avec précision le taux de l'insuline dans le sang de l'animal d'expérience ou dans le sang de l'homme, vous pouvez voir que le taux de l'insuline varie, fluctue. Nous avons cherché à voir si chez l'homme, l'insuline était plus efficace lorsqu'elle était donnée de façon discontinue ou lorsqu'elle était faite de façon continue. Nos premiers travaux ont été faits avec le docteur Paolisso et mon ami Castillo, ici présent. Les premiers résultats, diapositive suivante, je n'entre pas dans les détails, diapositive suivante, vous montrent que tous les paramètres que nous avons étudiés, sur la diapositive suivante encore, tous les paramètres, que ce soit la production de glucose par le foie de l'homme, l'utilisation du glucose par les tissus périphériques de l'homme, la clearance métabolique, quelles que soient les conditions, il n'y avait pas de différence lorsque l'insuline était donnée de façon continue ou de façon intermittente, pulsatile. C'était un résultat négatif. Il y a 3 mois, mon élève Paolisso, qui retourne travailler à son université de Naples, vous voyez qu'il y a beaucoup de déplacements dans mon laboratoire, les chercheurs vont et viennent. Lorsqu'il est retourné à Naples, il a refait les expériences, mais il a cette fois donné l'insuline de façon continue ou de façon pulsatile, mais il a fait varier la concentration du glucagon dans le plasma. Diapositive suivante vous montre cette fois que lorsque le taux du glucagon, c'est la ligne du dessus, est de 200, il n'y a pas d'effet plus grand de l'insuline pulsatile. Mais lorsque la même quantité d'insuline est donnée de façon pulsatile, mais que le taux du glucagon diminue progressivement de 200 à 130 ou à 75, on voit maintenant l'effet plus marqué de l'insuline lorsqu'elle est donnée, comme dans la physiologie, de façon pulsatile. Ce n'est pas dans une assemblée comme celle-ci que je peux mettre en évidence l'importance de cette observation. Mais les cliniciens et les physiologistes qui sont dans l'assemblée auront compris toute la signification que ceci peut avoir lorsque l'on veut traiter le diabète par l'administration de pompes à perfusion. Peut-être que la pompe devra donner l'insuline de façon pulsatile. Je ne veux pas prolonger cette conférence. Je voudrais, avant de terminer, aborder un dernier exemple. J'y tiens beaucoup parce que c'est un exemple d'une grande collaboration interdisciplinaire. Nous avons travaillé là-bas avec mon équipe de cliniciens et de physiologistes, mais aussi avec une équipe de physiciens, et je m'adresse à mes collègues nombreux de la Faculté des sciences, des spécialistes de la spectrométrie de masse, et nous avons également travaillé avec des chercheurs venant de Grèce et des chercheurs venant de l'Institut d'éducation physique. Ce dernier exemple que je veux vous présenter, diapositive suivante, est celui de l'exercice musculaire prolongé. Lorsque l'on fait un exercice musculaire prolongé, comme beaucoup de vous en font, du ski, du cross-country, du jogging, du tennis, pendant quelques heures, on consomme énormément d'énergie et il faut trouver cette énergie quelque part. Diapositive suivante. Notre modèle
d'exercice, vous pouvez passer à la suivante, est un modèle où nous demandons à nos jeunes étudiants de marcher énergiquement pendant 4 heures à une intensité d'effort déjà considérable sur un tapis roulant avec une pente de 10%. C'est un bon effort physique, mais ces jeunes étudiants le font sans difficulté. Si je calcule la dépense énergétique de ce type d'exercice, je vois qu'ils auront utilisé presque 200 grammes de sucre qu'ils ont cherché dans leurs réserves, dans leur foie, dans leurs muscles, qu'ils auront utilisé 150 grammes de leur graisse et qu'ils auront utilisé, heureusement seulement, 15 grammes de leurs protéines. Si je compare, diapositive suivante, cette utilisation d'énergie avec les réserves qu'un jeune garçon de 20 ans a dans son organisme, je vois qu'il a consommé théoriquement 100% de ses réserves d'hydrates de carbone. Il a seulement consommé 1% de ses réserves de graisse et très peu, heureusement, de ses réserves de protéines. Si l'on regarde les grands traités américains de physiologie, on verra qu'il est écrit dans tous ces traités que ça ne sert à rien, c'est inutile de prendre une boisson sucrée avec du sucre pendant l'exercice. Les traités de physiologie disent que l'estomac se vide mal, que l'absorption intestinale ne se fait pas bien pendant l'effort physique. Nous avons voulu, diapositive suivante, aborder cette question. Nous avons cherché à savoir ce qui est intéressant pour tous ceux qui font de l'exercice physique, si la prise de glucose par la bouche pendant l'exercice musculaire prolongé peut être utile. Pour cela, nous avons dû utiliser cette collaboration interfacultaire et nous avons utilisé, diapositive suivante, cette méthode originale découverte par les physiciens de l'Université de Liège que certains sucres naturels sont enrichis dans l'isotope stable du carbone, le carbone 13. Carbone 13 est un isotope qui n'est pas radioactif, qui a, pour les physiciens, ils le savent bien, une unité de masse de plus que le carbone habituel. Diapositive suivante, et encore la suivante, et encore la suivante. Ceci est pour montrer que le carbone 13 à droite est un petit peu plus lourd que le carbone 12 à gauche. Il faut des instruments plus sophistiqués que cette petite balance pour mesurer ces différences. Les appareils que nous utilisons sont bien connus des collègues physiciens. C'est, diapositive suivante, le spectromètre de masse de rapport isotopique, Isotopic Ratio Mass Spectrometer. C'est un appareil un peu particulier dans la série des spectromètres de masse. En utilisant cet appareillage, en collaborant avec une équipe de très bons physiciens, nous avons pu, diapositive suivante, montrer que toutes les formes d'administration de sucre par la bouche pendant l'exercice musculaire prolongé sont parfaitement absorbées. Je n'entre pas dans les détails, mais si vous donnez 100 grammes après 15 minutes d'adaptation à l'exercice, 95 grammes vont être oxydés. Et nous avons ici les résultats de toute une série de travaux qui nous ont permis de dire que les traités de physiologie n'étaient pas exacts, que l'estomac se vide bien pendant l'exercice musculaire, que l'intestin travaille bien. Et nous avons pu, maintenant,
dire à nos jeunes athlètes, lorsqu'ils font un exercice musculaire prolongé, il faut, pendant l'exercice, ils le savent bien, prendre des boissons avec du sucre et ce glucose va être un excellent substrat énergétique qui permettra de faire travailler les muscles et d'épargner les réserves de sucre qu'il y a dans leurs propres muscles. La performance musculaire sera beaucoup meilleure. La diapositive suivante, et j'approche de la fin, est très importante pour le clinicien que je suis, qui soigne des jeunes diabétiques. Lorsqu'un jeune diabétique reçoit des piqûres d'insuline, s'il a reçu sa piqûre d'insuline normalement et qu'il fait un exercice physique, il risque d'avoir trop peu de sucre dans le sang, de faire ce que l'on appelle une hypoglycémie. C'est un des facteurs de limitation de l'activité physique pour les jeunes garçons diabétiques ou les jeunes filles diabétiques. On dit toujours qu'il ne faut pas donner de sucre à un diabétique parce qu'il a le diabète. Les travaux que j'ai faits avec mes collaborateurs ont montré que pendant l'exercice musculaire, le diabétique oxyde parfaitement le glucose qu'on lui donne par la bouche. Je dis maintenant à mes jeunes malades diabétiques, quand tu vas jouer au football, jouer au tennis, faire du jogging, faire du ski, tu fais ta piqûre d'insuline normalement et tu peux maintenant prendre du sucre pendant l'exercice. Tu vas l'oxyder, le brûler parfaitement. C'est un grand changement pour eux et un grand changement des pratiques de la médecine en diabétologie. La diapositive suivante résume cette dernière partie de ma conférence. Contrairement à ce qui est dit dans les traités de physiologie, le concept que le glucose donné par la bouche pendant l'exercice n'est pas bien utilisé, doit être revu, reconsidéré. Il n'est pas exact. La science progresse par le fait que l'on modifie tous les résultats des observations antérieures. Vous connaissez, les logiciens connaissent la théorie de Popper, The Logic of Scientific Discovery. La science progresse toujours, pas en confirmant des hypothèses, mais en infirmant des hypothèses. Nous avons infirmé ici le concept que le glucose n'est pas oxydé. Nous avons montré que ce n'est pas exact et je crois que c'est un petit pas dans le progrès de la connaissance. Et la deuxième conclusion de ce travail, le dernier sur lequel je termine, suivante, est que le glucose, lorsqu'il est donné par la bouche pendant un exercice musculaire prolongé, est bien utilisé, épargne les réserves d'énergie et est très utile chez les jeunes diabétiques pour empêcher les accidents d'hypoglycémie. Monsieur le recteur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, par ces quelques exemples, j'ai tenté de vous montrer les liens étroits qui existent entre la physiologie et la clinique. J'ai tenté de justifier devant vous qu'un clinicien comme je suis peut avoir une activité de recherche centrée sur la physiologie. Mon approche n'est pas originale. Diapositive suivante. Elle est fidèle à l'esprit du monsieur que vous voyez là au milieu, qui est Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale, le plus grand physiologiste du temps moderne. Claude Bernard était un médecin et un physiologiste. La diapositive suivante. Je forme le vœu que dans la faculté de médecine de l'université de Badajoz et de Cáceres, l'université d'Extrémadure, cliniciens et fondamentalistes restent fidèles
à la pensée de Claude Bernard. Étudiants, chercheurs, professeurs, malades en retireront tous le plus grand des profits. Je vous remercie. Autoridades, miembros del claustro universitario, consejeros sociales, universitarios, señores congresistas, señoras y señores, profesor Lefebvre y esposa, hace muy pocos días, entre las palabras que pronuncié en Cáceres con motivo de la inauguración del primer Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, decía que una universidad que recién comienza su andadura, cual es la extremeña, suele contabilizar su necesario proceso de madurez y acercamiento a sus hermanas seculares, no a través de años, sino con hitos que van marcando la progresiva realización del proyecto de consolidación programado. No se trata, pues, de un calendario de tiempo, sino de hechos. Entre estos podríamos citar la primera promoción de titulados de unos estudios concretos, o la primera defensa de una tesis doctoral, o el primer catedrático formado en sus aulas y en sus laboratorios. En mi modesta opinión, decía, y en este catálogo de eventos trascendentales podríamos incluir también la organización de congresos internacionales y la concesión, por primera vez, del grado de doctor honoris causa. Hoy, aquí, estamos viviendo la realidad de la primera investidura de un doctor honoris causa. Han hecho falta 14 años de existencia para que la Universidad de Extremadura alcance este tipo de mayoría de edad, para que esta universidad pueda invitar a un insigne profesor a entrar en un claustro desde el cual se imparten unas enseñanzas y en el cual se produce una ciencia en tal magnitud que de seguro se han superado con creces ciertos mínimos. En otras palabras, disponemos de una casa lo suficientemente acondicionada como para invitar a ella a honorables personas y como para que éstas nos acepten la invitación. Permitidme, señoras y señores, que lance a los cuatro vientos, como claustral y como rector, mi legítimo orgullo y que os agradezca a todos ustedes la oportunidad que me brindáis para hacerlo así. Hace unos momentos hemos oído los argumentos esgrimidos ante la Junta de la Facultad de Medicina primero y ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura después, argumentos, digo, que justifican sobradamente la concesión del máximo honor académico de una universidad, cual es el galardón del doctorado honoris causa, en este caso concreto al profesor Lefebvre. El caprichoso destino ha querido que este primer doctorado por la Universidad de Extremadura recaiga sobre un profesor también neófito en estas lides. Estoy seguro de que ambos, institución y persona, repetirán la experiencia durante los próximos años. En ocasiones, las universidades conceden este laurel como símbolo de reconocimiento a toda una vida. En otras, la distinción recae sobre una labor ya realizada, pero no en vías de pronta conclusión. Pasado y presente frente a presente y futuro. La Universidad de Extremadura se ha inclinado
en esta ocasión por esta segunda fórmula, quizás también porque es la que mejor se compagina con su propia historia. Se trata, pues, de un reconocimiento del hoy y de una apuesta por el mañana. La Universidad de Extremadura acoge hoy en su claustro a un insigne profesor de medicina de una universidad de un país comunitario. Aprovechemos también esta circunstancia para hacernos copartícipes de la actual preocupación de nuestros estudiantes de medicina, preocupación surgida de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea. En este acto concurren no solo la investidura del profesor Lefebvre como doctor honoris causa por esta universidad, sino también la inauguración de un Congreso Nacional. Señoras y señores congresistas, como rector de la Universidad de Extremadura, anfitriona de este encuentro, les participo que en la medida en que su esfuerzo para trasladarse hasta aquí les sea profesionalmente fructífero y su estancia entre nosotros les grabe recuerdos gratos, en esa medida, digo, será mi propia satisfacción. Profesor Lefebvre, sus alusiones a Extremadura y a su universidad y sus palabras de aceptación para pertenecer desde hoy a nuestro claustro nos han producido una inmensa alegría y un alto honor. Recibid por ello el testimonio de nuestra gratitud y respeto. La Universidad de Extremadura sabrá dar fiel respuesta a este acontecimiento y, con vuestra ayuda, irá haciendo frente a las dificultades propias de su desarrollo y de su engrandecimiento. Muchas gracias.